Salut à tous. Aujourd'hui, alors que la scène internationale bouillonne, on s'intéresse au discours de Benjamin Netanyahou. Il condamne l'exécution de 6 otages israéliens par le Hamas et réclame des mesures plus sévères. Mais jusqu'où peut-on justifier ces représailles quand Gaza est ravagée, avec des civils et des enfants au cœur du chaos? On lui demande si Israël ne fait pas assez pour la libération des otages. Eh bien, je veux rétablir la vérité. Le 27 avril, le secrétaire d'État Blinken a déclaré qu'Israël avait fait une offre extraordinairement généreuse pour un accord sur les otages. Le 31 mai, Israël a accepté une proposition soutenue par les États-Unis que Hamas a refusée le 16 août. Israël a accepté ce que les États-Unis ont défini comme une proposition finale de transition. Hamas a de nouveau refusé. Le 19 août, le secrétaire d'État Blinken a déclaré qu'Israël avait accepté la proposition des États-Unis. Maintenant, Hamas doit faire de même. Le 28 août, c'était il y a 5 jours, le directeur adjoint de la CIA a déclaré qu'Israël montre du sérieux dans les négociations. Maintenant, Hamas doit montrer le même sérieux. Je veux te demander quelque chose. Qu'est-ce qui a changé au cours des 5 derniers jours? Qu'est-ce qui a changé? Une chose. Ces meurtriers ont exécuté 6 de nos otages. Ils les ont abattus par derrière la tête. C'est ce qui a changé. Et maintenant, après cela, on nous demande de montrer du sérieux. On nous demande de faire des concessions. Quel message cela envoie-t-il à Hamas? Cela dit, tuez plus d'otages, assassinez plus d'otages, vous obtiendrez plus de concessions. La pression internationale doit être dirigée contre ces tueurs, contre Hamas, et non contre Israël. Nous disons oui, ils disent non tout le temps, mais ils ont aussi tué ces personnes. Et maintenant, nous avons besoin d'une pression maximale sur Hamas. Tandis que Netanyahou appelle à la fermeté, Gaza est en pleine tragédie. Charniers, fosses communes, enfants déchiquetés. Et que fait l'Union européenne? Elle soutient Israël financièrement et refuse d'imposer des sanctions, contrairement à d'autres pays comme la Russie et la Chine. Pourquoi? Parce que son projet colonial est soutenu, et sans cette complicité, ce massacre ne serait pas possible. Aujourd'hui, à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire, hein. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas possible sans la complicité européenne continue. Pendant ce temps, en Cisjordanie, des colons israéliens, protégés par l'armée, pillent la mosquée d'Ibrahim à Hébron, la transformant en lieu de fête. À Saint-Omer, l'église de l'Immaculée Conception est ravagée par les flammes. Un suspect a reconnu les faits en garde à vue. 2 lieux sacrés, 2 tragédies, 2 atteintes à la foi et au patrimoine religieux.
Et pendant que la scène internationale est marquée par des tragédies humaines, la France fait face à une crise économique sans précédent. Jean-François Husson, rapporteur général du budget, et Marc Touati, économiste, tirent la sonnette d'alarme. Un déficit public explose, atteignant des niveaux comparables à ceux de la crise sanitaire, avec 57 milliards d'euros manquant dès 2025, un montant équivalent à tout le budget de la défense. L'industrie en déclin, des entreprises en faillite et des millions de Français en difficulté. La question reste, comment sortir de cette spirale infernale ? La Direction générale du Trésor chiffre à près de 57 milliards d'euros. Dès 2025, l'effet de l'absence de mise en œuvre effective des mesures d'économie annoncées dans le programme de stabilité en avril. Imaginez-vous ce montant colossal, c'est à titre de comparaison l'équivalent de tout le budget de la défense de la France. J'avais d'ailleurs estimé lors de notre débat sur le programme de stabilité qu'il était légitime de se demander si l'exécutif lui-même y croyait ou se contentait d'une opération de communication. Eh bien, il résulte une dégradation historique encore une fois, des comptes de la nation. Monsieur le maire découvre l'eau chaude. Ah bah oui, ça y est, attention, les déficits publics vont augmenter. Alors voilà, on nous avait annoncé un déficit public de 5,1% du PIB. En fait, ça sera plutôt 5,6% du PIB. Donc, il manque à peu près 16 milliards d'euros. Tiens, comme par hasard, on dit oui, il y a moins de recettes fiscales, il y a plus de dépenses des collectivités locales. Le problème, c'est que pour 2025, chiffre également de Bercy, on annonce 6,2% de déficit. On voit bien que, normalement, avec un petit peu de croissance, on devrait réduire ces déficits. Mais là, non, ça continue d'augmenter, ce que ça montre bien que ces déficits sont devenus tout à fait incontrôlables. Alors, ce qui est fou, cette fois, c'est du bon sens. Je ne suis pas devin. Simplement, s'il y a une activité économique en berne, malgré ce que dit l'INSEE, donc mécaniquement, il y a moins de recettes fiscales. Et si on augmente encore les dépenses, moins de recettes, plus de dépenses, mécaniquement, ça fait monter le déficit. Et je vous rappelle que le 20 septembre, dans quelques jours, la France, l'État français doit, présenter un projet de réduction de son déficit. Ben là, c'est exactement l'inverse. Ça ne cesse d'augmenter. Donc, si en plus il n'y a pas de gouvernement, ou du moins un pseudo-gouvernement, on ne sait pas comment ça va pouvoir se produire, cette réduction des déficits. Donc, on est bien en train d'être sur un volcan, et le volcan est en ébullition, et la lave commence à arriver sur nous, et ça, c'est extrêmement dangereux. Sur les 7 premiers mois de l'année, on a un déficit de quasiment 157 milliards d'euros. Donc là aussi, on voit que les comptes publics dérapent partout, y compris au niveau de l'État. Alors le drame, c'est que comme l'activité est en berne, ça va continuer. On a eu encore hier les chiffres des directeurs d'achat dans l'industrie. Ça confirme que l'industrie française est en contraction de l'activité depuis 26 mois. C'est vraiment au mois de septembre qu'on va voir la vraie activité. La réalité économique qui est particulièrement compliquée, avec énormément de défaillances d'entreprises. C'est assez dramatique, là aussi, des records. Et derrière ces défaillances d'entreprises, il y a des êtres humains. C'est pas que des chiffres. Il y a évidemment des salariés qui perdent leur emploi, qui sont au chômage, qui ne pourront pas consommer. Donc la France est bien au bord de la récession. Et pour mémoire, pour un peu resituer les choses, à la sortie du Covid en 2021, le déficit public était de 6,6%. Nous nous rapprochons donc, sans aucune raison objective, sans aucune raison extérieure, sans crise, des niveaux de déficit que nous avons connus lors de la crise sanitaire. Autant vous le dire, c'est inacceptable.